suite de cette émission 90 minutes au Bénin, les élections professionnelles du 24 janvier dernier ont livré leur verdict. 3 confédérations et centrales syndicales représentatives pour avoir réussi à franchir le seuil des 20%. La CSTB, la CSA Bénin, la COSI Bénin. Ces dernières, la COSI a brillé par ses performances. Ainsi repris les propos du secrétaire général Noël Chadaré, qui est invité du grand oral que voici. Noël Chadaré, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue. Merci bien. Quel est votre état d'esprit au lendemain de la publication par, je crois que c'est bien la Sénat, des résultats des élections professionnelles? Je vais dire que je suis soulagé. Soulagé, et j'ai le sentiment du devoir accompli. Et donc, je suis totalement relax. Ça, je peux vous le dire, et un état d'esprit de celui qui a fait le job. Comme notre job, c'est défendre le job des travailleurs. Oui, c'était Nous ça avons fait votre... le job pour pouvoir défendre le job. Voilà. Alors, le verdict, on le connaît, la CSTB, la CSA et la COSI Bénin. Est-ce que pour la COSI Bénin, les fruits ont tenu leur promesse? Je vais d'abord, vous avez dit, il y a 3 centrales qui sont représentatives. Les 2 premières centrales, je vais les féliciter. Je passe par votre tribune pour féliciter la CSTB qui a résisté et qui a réussi à n'est-ce pas, avoir 26%. Féliciter aussi la CSA. Ce n'était pas gagné pour tout le monde, mais ils ont fait les efforts de faire un déploiement d'énergie, des débauches d'énergie. Ils sont là et je les félicite pour avoir, n'est-ce pas, réussi à se tirer d'affaires parce que 20%, ce n'était pas facile, ce n'était pas donné à tout le monde. Maintenant, moi, en tant que secrétaire général de la COSI, je peux dire aussi que nous nous réjouissons de ce que nous avons fait comme score. Nous nous réjouissons parce que ce n'était pas aussi gagné pour nous, parce que, bien entendu, en 2006, à la 2e édition, la COSI Bénin, la confédération qui est la mienne, avait eu 11%. Et donc, quand on a dit 20%, pour moi, c'était un gros challenge. Parce que 15%, on n'était pas éligible. 20%, ça devenait un peu trop pour nous. Mais bon, j'ai dû prendre le taureau par les cornes. Et je me suis mis dans le combat avec une équipe de qualité de personnes, une équipe de gens vraiment déterminés qui étaient prêts à se transfigurer pour que la COSI, n'est-ce pas, sorte ce tir d'affaires. Et ça s'est fait. Le jeu est fait. C'est vrai, quand on fait le point, on dit première centrale, deuxième centrale, troisième centrale. Vous voyez que les scores les scores sont serrés. Tout à fait au niveau du public, comme au niveau du privé. Le premier, deuxième, troisième, on se tient dans une... 26, 23 et 22%, c'est ça qui est affiché. C'est dans un mouchoir de poche. Il y a pratiquement, même avec la CSA, presque jeu égal. Et donc, vous constatez que les 3 confédérations, aucune ne peut dire qu'elle a écrasé les autres et tout, mais on a réussi à nous tirer d'affaire. Et moi, je me réjouis davantage parce que, eh bien, quand on prend les scores, s'il y a une confédération qui a véritablement gagné ces élections, c'est la COSI. Qu'est-ce que vous le faites dire? Oui, c'est vrai qu'on a les résultats au niveau du public et les résultats au niveau du privé, mais bon, vous n'êtes que 3e, non? Oui, mais quand vous prenez les résultats, il faut être objectif. Vous prenez les résultats. La COSI est 2e derrière la CSTB dans le secteur public. 31%, 23%. Et la CSA, qui est 2e dans le cumul des résultats, la CSA, n'est-ce pas, vient après la COSI dans le secteur public. Quand vous prenez le secteur privé, la CSA qui est première, la COSI est 2e, mais la CSTB qui est la première centrale, quand on cumule les 2 résultats, elle vient derrière la COSI, en 4e position. Donc vous constatez que moi je dis, on est équilibré. On a eu un résultat équilibré. Ça veut dire que comme dans le public comme dans le privé, on est là. La COSI Bénin est présente. Oui, et on a le public aussi. On est là. On est présent dans les 2 côtés. Des 2 côtés. Et donc, je dois pouvoir me réjouir. Et puis, cerise sur le gâteau. Je dis que quand vous prenez les résultats de la COSI en 2006, 2e édition, j'ai dit tout à l'heure qu'on est passé dans le cumul des résultats de 11%, parce que là, c'est le résultat cumulé 11%, on est passé à 22%. Mais quand vous prenez le secteur, on est 2e dans le secteur public. La COSI, en 2006, n'était pas 2e dans le secteur public, était 3e. Quand vous prenez dans le secteur privé, la COSI était 4e.
Et nous sommes deuxième. Mais qu'est-ce qui a pu justifier ce bon qualitatif-là? Quelle a été votre stratégie au fond? C'est le travail d'équipe. Ce n'est pas moi, c'est le travail d'équipe. C'est ensemble, avec une communication bien. On était dans le combat depuis, parce que moi, j'avais mal à moi qu'une confédération qui est ancrée, une confédération qui est ancrée dans le secteur public et dans le secteur public, dans la santé. Surtout. C'est vrai qu'on connaissait la COSI Bénin dans la santé, profondément dans le secteur santé, mais bon, là, vous avez dans l'éducation, avec les plus gros syndicats de l'éducation dans le secteur secondaire, avec le renfort du Synécope, qui est l'ACE 2000 au primaire, de l'ACE 2008, et aussi de la CSLB, en principe. C'est-à-dire que moi, j'avais mal quand j'entendais qu'on dit, de fait, on était une confédération représentative, de fait. Mais sur le papier, on se retrouve, on dit, la COSI n'est pas représentative. Et moi, j'avais mal, ça me faisait mal. J'étais pressé de voir ces élections se faire. C'est que c'est la confirmation, en clair. Oui, parce que c'était un défi que je devais relever. Un défi, une victoire sur moi-même et sur ceux-là qui pensent que les élections de 2006 devraient continuer 2006. On devait faire les élections en 2010. On ne les a pas faites en 2010. Et on a attendu jusqu'à maintenant. Chaque fois qu'on les a annoncées, on les a annoncées pour qu'elles ne soient pas faites. Parce qu'il y a des jeux de couloirs et tout qui font qu'on ne les fait pas. Et quand on les a faites, vous avez vu les résultats. Et donc, c'est une satisfaction morale. Nous nous sommes tous transfigurés pour que, effectivement, on constate que la COSI n'est pas une petite confédération. Mais pourquoi vous avez dit tantôt que la CSTV a résisté? Elle a résisté. Parlons de ses résultats. Mais vous avez vu qu'elle a aussi régressé. En 2006, quand on fait les analyses, c'est par rapport aux résultats de 2006. Elle a régressé. Ce n'était pas évident qu'elle puisse... elle a régressé. Elle est à 26%, elle était à 44%. Donc, quelque part, elle a quand même résisté parce que nous, on a évolué. Et parce qu'on a évolué, et ça crée aussi, ça entraîne quelque part une situation où elle n'est plus si surpuissante qu'elle était, mais elle est toujours une confédération qui est représentative. Elle est la première et bon, on la félicite pour ça. Elle a résisté parce que c'est évident qu'il y a eu d'autres forces aussi. Les autres centrales ne voulaient pas continuer de les laisser. Elle avait 44%. Donc il fallait tout faire pour la faire tomber. Et qu'après 14 ans, beaucoup d'eau a coulé sous le pont parce que nous, on a grandi. Hein. Moi, j'ai pris la COSI avec 39 syndicats en 2012. Et je suis à 130 syndicats aujourd'hui. J'ai pris la COSI avec ce score de 2006, 11%. Mais là, vous êtes à 22%. Finalement, vos attentes ont été totalement comblées. Je suis heureux et nous avons des résultats qui nous équilibrent. On est équilibré dans le secteur public et le secteur privé. Et donc, normalement, on devrait se réjouir. Quand on sait d'où on vient, on devrait pouvoir dire « Ah, on a fait le job, on a bien travaillé. » Vous disiez tantôt être heureux. On va venir un peu tout à l'heure aux défis qui vous attendent une fois que vous avez eu ce rang-là. Mais parlons d'abord du déroulement du vote. Comment ça s'est passé? Il faut même parler du processus. Oui. Le processus, il faut l'apprécier. Il a été rapide. Le temps, on est allé un peu pas de charge. Et ça fait que les étapes n'ont pas eu suffisamment de temps. Et par exemple, de mûrir. Voilà. Par exemple, on a affiché la liste électorale, n'est-ce pas, provisoire, cette liste électorale provisoire qui a été affichée. Il y a eu des corrections qui ont été apportées, des réclamations qui ont été faites. Mais ça n'a pas pris le temps. Ça devait prendre un certain temps avant qu'on convoque les électeurs. Mais on l'a fait rapidement. Et puis bon, ce que ça a entraîné, c'est que des gens se sont retrouvés qui avaient un appétit pour le vote de dimanche dernier. Et ils sont restés comme ça sur leur faim parce qu'ils n'ont pas pu voter, ils n'ont pas trouvé leur nom, les sociétés et autres. Il y a eu ça. Il y a eu ces ratés. On nous a dit qu'il y a eu des listes entières qui n'ont pas, qui n'ont pas pu voter. L'OCBN, par exemple, avec les travailleurs que nous avons à l'OCBN, n'ont pas pu voter. C'est un exemple. L'OCBN existe encore? Oui, mais ils ont des syndicats. Et les travailleurs sont là. Ils travaillent, vous savez, ils travaillent de façon à temps partiel. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a quelques ratés. Et puis, bon, le vote, même, c'est une nouvelle expérience. On a dit vote électronique. Et le vote électronique, les gens ne sont pas habitués au smartphone. Certains n'en ont pas. Le débit
n'est pas toujours le même partout. Donc, il y a eu quelques problèmes qui ont fait que, vous voyez, le taux de participation qui est à 49% avoisine les 50%. Aurait pu être meilleur au taux que nous avons. Est-ce qu'on peut quand même tirer un coup de chapeau à ce comité qui a organisé l'élection? Vu le temps record de l'espace. Oui, vu le deadline et vu aussi l'expérience nouvelle du vote électronique, on peut dire. Et puis les résultats sont fiables. Hein. Moi, je n'ai pas à redire là-dessus. Les résultats, on a suivi en live, n'est-ce pas, les résultats. Et on peut dire que les choses, contrairement à ceux qui pensaient que le gouvernement allait se mettre et qui ont crié déjà la fraude tout de suite. Voilà, avant même qu'il y ait la compétition. Mais on a vu. Finalement, il y a eu compétition. Il y a eu compétition et il y a eu des résultats. Bonne compétition, une compétition saine, une compétition arrangée. Est-ce que vous êtes dans une unité d'action syndicale aussi? Hein? Oui, mais on ne s'est pas tiré là-dessus. Moi, en tout cas, j'ai dit à mes lieutenants, à tous ceux qui sont autour de nous, on ne tire pas sur aucune, même la 7e centrale qui n'est pas dans les jeux d'action, on n'a pas le temps de parler des autres. On parle de nous. On a fait une compétition pour dire qu'est-ce que nous proposons, qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce que nous allons faire après. C'est ça. Et donc la compétition était quand même bien. Elle n'a pas été très... Parce que j'avais peur, dès le départ, il y avait eu déjà des... On est allé sortir les puanteurs, c'était dans les fosses, les carnivaux, on a sorti les puanteurs. C'est au début, mais après on a vu que ça s'est calmé. Justement, Noël Chedaré, est-ce que le fait pour le secteur informel de ne pas prendre part à cette élection a pu avoir un impact sur les résultats? Mais dans aucun pays, on a organisé des élections pour le secteur informel. D'accord. C'est pas géré, c'est pas gérable. On ne peut pas gérer ça. Donc le secteur informel dans aucun pays, jusque-là, on a organisé, à moins que je sois... peut-être je ne sois pas informé, mais ce qui touche, quand on a organisé en France, au Sénégal, au Niger, dans tous les pays, le secteur informel n'est pas maîtrisable. Vous avez dit informel. Informel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, qui n'est pas formel. Donc il faut les laisser dans leur situation. Il faut travailler à ce que l'informel devienne formel. Et qu'on aille vers la formalité, ou la formalisation, si je peux parler. Alors, quand on voit les performances un peu de la COSI, aussi bien dans le public que dans le privé, quelle leçon peut-on en tirer? Deuxième, ici, deuxième aussi là-bas. Oui. La leçon qu'on peut tirer, moi je parle de la leçon pour l'avenir, avec ces résultats. Bon, sinon la leçon pour ces résultats, on constate que nous avons travaillé d'arrache-pied. Il y a eu à la tête de la Confédération secrétaire générale qui voulait, j'ai souffert de ce qu'on dit, il n'est pas assez représentatif. La COSI n'est pas un syndicat représentatif. Et je voulais relever ce défi. Donc le défi a été relevé, n'est-ce pas? Mais pour l'avenir, ce qu'il faut tirer comme enseignement, c'est que dans le privé, on n'est pas fort. C'est vrai, on est deuxième. La CSTB, la CSA plutôt, a multiplié nos scores de deuxième par 3. Il faut le reconnaître. Donc, elle a été reine dans le secteur, n'est-ce pas, dans le secteur privé. Donc, il faut travailler à ce que nous améliorons nos performances dans le secteur privé. Très bien. C'est l'enseignement que moi je tire. Et l'autre aussi chose qu'il faut tirer comme enseignement, c'est que ce vote électronique, on a vu des choses qui se sont passées le jour du vote qui m'édifient. Si on devait revenir aux élections professionnelles, je prendrais des dispositions parce qu'on a vu des armes non conventionnelles qui ont été utilisées. De destruction massive. Non conventionnelles, j'ai dit. Des armes non conventionnelles qui ont été utilisées par d'autres. N'est-ce pas, on a vu de nos militants on a abusé de certains militants de la COSI. Donc ces armes non conventionnelles, nous aussi, si on lance la prochaine, on va utiliser ça. Non, Chedaré, vous dites tantôt être heureux des résultats, mais est-ce que vous êtes conscient des défis qui vous attendent? Mais je sais, oui. Je sais qu'il y a des défis qui nous attendent. Je dois d'abord remercier les travailleurs qui nous ont fait confiance, qui ont voté pour nous. On a vu dans le secteur public, c'est le grand nombre dans le secteur public, la COSI a fait une forte impression avec la CSTB. Tout à fait. Et donc, nous avons un défi. C'est une marque de confiance qui a été, n'est-ce pas, qui a été placée en notre personne et à la Confédération. Nous allons faire l'effort de ne pas décevoir. Les défis, c'est les défis de tous les jours. De tous les jours, il faut se battre pour que les carrières il faut suivre les carrières des travailleurs, il faut se battre pour que le SMIC soit augmenté. Vous voyez, l'électricité vient de connaître encore une augmentation. On a eu les charges au niveau des impôts et autres. On a des impôts qui sont... On sollicite trop les poches des travailleurs, mais en même temps, on ne fait rien pour que ces poches, n'est-ce pas, aient
connaissent une augmentation. Donc, on va se battre pour que le SMIC et aussi se battre pour que les salaires, l'indice salarial soit augmenté. On peut parler d'avancement automatique. Oui. Je ne sais pas encore la réalité. Se battre pour qu'il y ait l'avancement automatique, effectivement. Et que aussi les jeunes, vous voyez, ces jeunes qui sont les aspirants que nous voyons, qu'on revoie, qu'on améliore leurs conditions de vie, parce qu'ils ne sont pas dans les meilleures conditions de travail. Ils ne peuvent pas donner les bons résultats. Est-ce que vous avez les travailleurs aussi, les agents dans les collectivités locales, que nous avons souvent, et ça c'est nous tous, que nous n'avons souvent pas défendus. Il faut aussi penser à eux, c'est des travailleurs. Vous pensez également au secteur privé? Naturellement, le privé. Le privé, avec parce la précarité de l'emploi. C'est le défi pour nous tous, ce n'est pas pour la cohésion. De plus en plus, le travail se précarise. Oui. Avec les lois qui ont été votées sur l'embauche, qui sont des lois que nous avons combattues à la COSI, nous avons porté plainte même au niveau de la Cour constitutionnelle qui a dit, écoutez, nous ne sommes pas... nous ne pouvons rien dire là-dessus. Il y a l'expression qu'ils utilisent pour dire on n'est pas compétent pour... l'incompétence de la Cour constitutionnelle, tout à fait. Pour connaître de ce dossier, et ils se sont lavé les mains et tout. C'est-à-dire, il y a une précarité de l'emploi. Il faut se battre contre ça. Oui. Faire de telle manière et que la fonction publique recrute. Et ça, depuis un moment, la fonction publique ne recrute pas suffisamment. On ne recrute pas assez. Non, c'est ça que j'ai dit. Oui, ne recrute pas suffisamment. Recrute au compte-gouttes. Et c'est généralement le corps, les policiers, les choses là qu'on recrute, les militaires. Mais on ne recrute pas des enseignants. On ne recrute pas des agents de santé. Dans l'administration, on ne recrute pas suffisamment. On va se battre aussi pour ça, parce que les gens vont aller à la retraite. Et c'est ceux qui sont ici. Nous sommes dans le système de retraite par solidarité. Oui. C'est ceux qui sont en fonction, qui cotisent pour ceux qui sont allés à la retraite. Oui. Donc, de plus en plus, il y a moins de gens qui sont recrutés. Les défis sont énormes. Nous allons utiliser le dialogue. C'est un chantier vaste. Et nous allons utiliser le dialogue social. Nous allons faire du plaidoyer. Nous allons nous battre comme on peut avec les armes qui sont les nôtres pour que le gouvernement, le président Talon nous écoute. Parce que si on a des gens de qualité, si on fait de telle sorte que les travailleurs sont dans les meilleures conditions, eh bien, c'est clair que le service sera meilleur dans tous les secteurs. Quelle sera la collaboration avec les autres centrales syndicales qui ne sont pas représentatives, forcément, pour essayer de lui donner un nouveau visage à la lutte syndicale? Ce sera votre dernière question. Oui, à ses collègues, à ses secrétaires généraux, à ses centrales. D'abord, je dois dire que ce n'est pas la fin du monde et que c'est quelque chose qui arrive. Nous étions aussi, dans une situation de non-représentativité et nous leur souhaitons de tirer les enseignements de l'échec. L'échec côtoie la réussite et ils vont réussir les prochaines fois, on les souhaite cela. Et nous allons continuer. Ce n'est pas parce que nous sommes représentatifs qu'on laissera de côté. Ceux qui ont 11%, qui ont 9%, ils sont représentatifs. Sous d'autres cieux, ils sont représentatifs. Tout à fait. Mais ici, ils ne sont pas représentatifs. Nous allons travailler avec eux, ensemble, pour avoir des plans d'action afin de nous battre pour que les travailleurs trouvent satisfaction à leurs revendications. Encore une minute, votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de remercier tout le monde, tous ceux qui ont voté pour nous et qui n'ont pas voté aussi pour nous. Nous sommes là pour tous ceux-là, aussi bien ceux qui ont voté et qui n'ont pas voté pour nous. Nous allons faire un effort pour mériter la confiance qu'ils ont placée à nous ou les inquiétudes qui ont fait qu'ils n'ont pas voté pour nous. Nous allons faire pour dissiper ces inquiétudes qui n'ont pas porté leur choix sur nous. Nous nous battrons et moi, je suis de nature. Je suis un combattant, on fera le job. Le job sera fait. Il n'y a pas d'inquiétude. Noël Sedaré, merci d'être passé. C'était donc le grand oral. On va installer Paul Ouaounou pour Actu Web. Merci. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Poulanou, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 4 sujets pour nous et on attaque avec le sujet numéro 1. C'est officiel, le PRD de Maître Adrien Goumbedji a réaffirmé son appartenance à la mouvance présidentielle et soutient la candidature de Patrice Talon à la présidentielle 2021. Eh bien, et ceux qui doutaient toujours de l'appartenance du parti du Renouveau démocratique à la mouvance présidentielle, je pense que hier, le parti a mis fin à ce doute et ils ont affirmé à travers un communiqué que désormais, et ils sont toujours, pas désormais, qu'ils sont toujours de la mouvance présidentielle et qu'ils sont déterminés à battre campagne aux côtés de la mouvance présidentielle pour que le président Patrice Talon soit réélu pour l'élection présidentielle d'avril 2021. Le communiqué, on a lu le communiqué sur la page du parti. Également, Henri Nda Sekou également a mis sur sa page Facebook, je vais lire peut-être un paragraphe, j'allais dire. Il dit ceci. À l'entame des débats, le président du parti a exposé qu'en prélude à la réunion de la direction exécutive d'Aisne, ce jour aux assises prochaines du bureau politique et du congrès, il a reçu une première fois du 16 novembre du 12 décembre en consultation chaque secteur, chaque structure, j'allais dire verticale et horizontale du parti, a recueilli dans un premier temps leur ressentiment et leur légitime frustration face au sort fait au parti, a partagé avec eux l'analyse de la situation et les a renvoyés à une rencontre ultérieure. Et finalement, les différentes structures ont unanimement affirmé leur appartenance au PRD, exprimé leur détermination à suivre les consignes du parti, rejeter l'idée de rejoindre l'opposition, rappeler que le parti est de la mouvance et déclare qu'elles feront campagne et feront voter pour le candidat de la mouvance, en l'occurrence le président Patrice Atras Guillaume Talon. Un extrait donc du communiqué, on va passer aux commentaires. Si quelques commentaires, il y a Razak, j'allais dire Aristide Didon qui met toutes mes félicitations au bureau et le président pour cette décision. Il y a Jean-Roy Ayelo qui met, nous verrons de vous lire. Nous aviserons et vous tiendrons informés. Bon courage, maintenons le cap et continuons dans la dynamique. Gamiou Acholou qui met, c'est un choix qui s'assume et le PRD est responsable de son choix. Excellent Ernesto Deguenon qui met, une fois au chômage, la version change. Le fou qu'on est bâton, hein. En tout cas, je passais sous les... Excellent Ernesto Deguenon, c'est pas Deguenon. Deguenon, ça veut dire autre chose, vendeuse de dégué. C'est Deguenon ici. D'accord, Deguenon. Autant pour moi. Souley Sabi qui met, a-t-il le choix? L'inverse tuerait définitivement le PRD. Adrien Goumbedji ne tient compte que de lui et non de l'ensemble du parti. De ce fait, il a tué son propre enfant PRD depuis qu'il est président de l'Assemblée. C'est là-bas que le sort du PRD est scellé. Aujourd'hui, le PR sait qu'il n'a plus le poids. Toutes ces conditions ne sont que des doléances peut-être. Un dernier commentaire, Natal et Ressoubo qui met, après les élections législatives, ces partis vont disparaître d'après les nouveaux tests. Lorsqu'un parti n'a eu de représentation après 4 élections, la Sénat va le supprimer légalement. Très bien, sujet 2, le président Louis Béounou Vlavonou qui a fait le point de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée de l'année 2020 à l'Assemblée nationale. C'était le 19 janvier passé qu'a pris fin la deuxième session ordinaire de l'année 2020. Et le président la page Facebook de l'Assemblée nationale a fait le point et que nous voulons partager avec les téléspectateurs. L'Assemblée nationale a tenu ce jour la dernière séance plénière entrant dans le cadre de la deuxième session ordinaire de l'année 2020. Au cours de la dite séance, nous avons examiné et adopté en seconde délibération la loi numéro 2020-37 portant protection de la santé des personnes en République du Bénin. La même séance plénière nous a permis de soumettre le gouvernement à 3 questions orales avec débat liés à la régulation de la situation professionnelle des enseignants du secondaire, des fonctionnaires d'État employés comme moniteurs dans les universités nationales du Bénin, l'accès et l'amélioration des soins de santé
et la fourniture d'eau potable aux populations. En procédant à la clôture de la session, j'ai tenu à dire mes remerciements à tous les députés au gouvernement, à tout le personnel d'appui et à la presse parlementaire pour la qualité du travail abattu. En effet, au cours de ces 3 mois d'intenses travaux, nous avons voté 11 lois, dont 8 lois ordinaires, une loi organique et 2 lois portant autorisation de ratification. Dans le domaine du contrôle de l'action gouvernementale, nous avons examiné 7 questions orales avec débat, sans compter les nombreuses autres activités prévues ou non par le règlement de l'Assemblée nationale. Signé Louis Béounou Vlavonou, à qui nous souhaitons déjà un bon repos, mais au fond, c'est un homme politique et l'homme politique... Et il est toujours en activité. Voilà. Ok, on y va pour les commentaires. Edmond Azon Sotoun qui me félicitations, mon très cher papa. Santé, prospérité, longévité à vous, monsieur le député de le Djiga. Dit le député, le Djiga, le jeune Union progressiste. Enfin, le leader de Djiga, certainement. Hippolyte Godonou qui met félicitations, monsieur le président, santé de faire. Il y a Mohamedou Souradjou qui met longue vie à vous, mais contrôler l'action du gouvernement. Nos camarades ont perçu leurs frais de mémoire depuis. Mais nous, ils disent des erreurs qui sont corrigées. On reste insatisfait jusqu'à présent malgré toutes les tracasseries et les va-et-vient. Ils profitent pour poser certainement une doléance. Yannick Kouakanou et Thalès Geoffra, quant à eux, disent félicitations et souhaitent leur meilleur vœu au président de l'Assemblée nationale. Le Bénin a reçu, on va le voir sur ces images, a reçu un don de 18 milliards du Japon pour la construction d'un échangeur au Carrefour Verdecor. Voilà, ça c'est... Le Carrefour qu'on appelle Sika Toyota et aussi. Toyota, voilà. Ah, c'est bien ça. C'est une très bonne nouvelle. Ouais. Les images défilent pendant que vous parlez. Pour les fonctionnaires qui exploitent cette voie, j'allais dire, vous savez, à partir d'une certaine heure, il y a un embouteillage terrible qui s'érige à ce niveau. Et le gouvernement a pensé vraiment remédier à cela. Et du coup, le Japon est venu en appui au Bénin. Ce n'est pas un prêt, il s'agit là d'un don. Et on va sur le site du gouvernement pour lire l'information. Coopération bénino-japonaise, 18 milliards pour le démarrage des travaux de construction de l'échangeur de Verdecor. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération, M. Aurélien Agbenossi, a procédé le mardi 26 janvier 2021 à la signature de 4 documents avec l'ambassadeur du Japon près le Bénin, M. Takahisa, et le représentant régional de la JICA, M. Kojiro Fujino, en présence du ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Héromé. Il s'agit de 2 échanges de notes et 2 accords de dons relatifs au projet de construction de l'échangeur de Verdecor dans la ville de Cotonou et au projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau. Cet acte posé par les 2 parties marque de façon officielle la mise à la disposition du Bénin par le Japon d'un montant de plus de 18 milliards d'euros francs CFA pour la phase du démarrage des travaux de l'échangeur de Verdecor. Il fait suite à l'échange de notes signées le 13 mars 2020 portant sur le concept détaillé du projet. Voilà, très bien. En image. Les images qui défilent. Pendant ce temps, on lit les commentaires. Il est Baguida qui met. J'espère que ces fonds ne sont pas des prêts que nous rembourserons après le départ de ce gouvernement actuellement. C'est à croire que c'est une personne qui ne lise pas ce qui est posté. Il s'agit... Mais cela dit également, le don obéit à ses règles aussi. Hein. Bien sûr, il y a un de suivi. Théophile Tegbert qui met, même si c'était le cas, où est le problème? L'échangeur ne serait-il pas réalisé au Bénin pour les Béninois? Et Mabourouk Badamassi également qui réplique à Ilek Baguida qui dit, même si c'est le cas, as-tu oublié que l'État est une continuité, mais pour le moment, ils sont encore là et pas encore fini leur mission. Alison Yao Assi, soutien incontestable au gouvernement de son Excellence Patrice Talon avec toute son équipe pour ses concrétisations. À Sogba, Fabrice Seydro qui met merci à vous, cher gouvernement. Guy Marcel Da qui met on espère voir à la fin des travaux des arbres plantés le long de cette voie jusqu'à Boumé-Calavi. Trop triste cette voie, sans charme, sans arbres, sans verdure. Très bien. On passe au dernier sujet. Il n'y a que l'ancien candidat malheureux à la présidentielle, Sébastien Javon, qui a saisi le comité des droits de l'homme du Haut Commissariat des Nations Unies au fin d'être rétabli dans ses droits. Oui, l'ancien président du conseil du patronat, le patronat du Bénin et notre compatriote Sébastien Javon continue toujours de revendiquer ses droits. Et après la Cour de justice des droits de l'homme, la CADHP, tout à fait. Voilà, oui. Et c'est désormais l'ONU. Et c'est Jeune Afrique qui donne l'information. Voilà, Jeune Afrique met ceci. L'opposant béninois exilé en France s'est tourné vers le Comité des droits de l'homme du Haut Commissariat des Nations Unies, estimant
avoir été injustement privé de ses droits civiques à la veille du scrutin présidentiel du 11 avril. Commentaire des Et l'info est titrée présidentielle au Bénin. Pourquoi Sébastien Javon a saisi l'ONU? Voilà. C'est dans Jeune Afrique. Voilà. On y va. Anila Sodik, Monsieur Sébastien Javon, pourquoi vous êtes dur de cœur? Repentissez-vous et tout ira mieux pour vous. Depuis que vous avez promis mettre la barre très haut, vous voyez les conséquences. Vous ferez plus que le PR si vous êtes à sa place. Eli Ben Mensan, c'est le président Talon qui est doux actuellement au Bénin. Il revient, dit, Monsieur Adjavon, on a déjà vu votre limite. Laissez le reste du combat à Dieu. Sinon, vous avez déjà tout tenté au Machoud Mensan. En tout cas, chacun reste et restera où il doit rester dans cette vie. Ne forcez pas trop. Tout le monde ne peut pas devenir président. Voilà le tout dernier commentaire. Merci à vous, Polo Aounou, Stop et Fin. Cette émission s'achève. Merci d'être venu de Porto Novo. Hein. C'est vrai. Comment se portent-ils, les habitants de Porto Novo? Je porte à merveille. Je tiens à préciser que je vis à Cotonou. Je sais, à Copa, bien sûr. Mais qui dit à Copa, je fais le trajet, mais je suis de Porto Novo. Oui. Les habitants de Porto Novo se portent à merveille. Et merci. Et leur mère également. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir de vous avoir servi. C'est moi.